Non, pour reprendre un petit peu certains éléments dont je vous ai parlé précédemment, essayer de vous expliquer aussi de nouveau comment on va essayer de faire cette soirée. Donc tout le cycle de conférences, il est dédié à l'extension de l'école, slash autoconstruction, slash auto-organisation. Bref, toute cette chose dont vous commencez à entendre parler, dont on va encore parler pendant pas mal de temps. Donc vous savez qu'on a invité pas mal de monde avec différentes pratiques, sachant que ce sera à nous d'écouter, de comprendre ces différentes pratiques et dans quelle mesure ces différentes pratiques, elles peuvent nous aider à envisager parfois la question de la cuisine en commun, parfois la question du recyclage, parfois la question du réemploi, etc., etc. Et donc ce soir, donc vous avez compris aussi qu'on a une double invitation, puisqu'à chaque fois on invite quelqu'un à parler et on invite d'autres à montrer quelque chose. Et donc aujourd'hui, on va un petit peu inverser le protocole habituel et vous allez comprendre. Et donc aujourd'hui, on a deux versions, l'une version un peu théorique, si on veut, et une version extrêmement pratique de qu'est-ce qu'on fait avec les espaces existants, qu'est-ce qu'on fait de lieux qui sont à disposition et qui sont vacants, et qu'est-ce qu'on en fait à court et à moyen terme ou à long terme. Donc ça va être un peu l'enjeu général. C'est dans ce sens-là que je sais que les étudiants et les étudiantes de S5 qui vont arriver travaillent un peu sur le sujet, sur un sujet qui est assez proche des recherches de Rossio. Et donc ce soir, on invite Plateau Urbain d'un côté, Mathias Rouet et Paul Lamini, voilà, et Rocio Calzado Lopez. Alors, pour les présenter, je vais d'abord présenter Plateau Urbain, en fait. Enfin, je vais vous laisser vous présenter pendant 5-10 minutes, mais en amont de quoi, Rocio, tu pourras aussi présenter un peu plus amplement tes recherches. Mais disons que Rocio travaille sur la question de la maintenance du faire avec les bâtiments d'un point de vue plus théorique, sous la forme d'une recherche, d'un PhD, et sous la forme de production de documentaires, de films documentaires par lesquels tu termineras, je pense, la soirée. Donc voilà, ça s'inscrit aussi dans quelque chose qui s'appelle House Europe, dont vous aurez l'occasion d'entendre parler, qui est une action politique destinée à faire passer au niveau de la communauté européenne l'idée qu'il faut d'abord préserver les bâtiments avant d'envisager quoi que ce soit comme opération architecturale. Donc ça, c'est un peu ton champ de recherche théorique sur lequel tu vas nous parler ce soir. Tandis que donc, dans le cabinet de curiosité là-bas, on a demandé à Plateau Urbain d'exposer un certain nombre de choses. Alors je vais vous laisser vous présenter plus en détail, comme ça vous avez quelques minutes pour expliquer ce qui se trouve dans la vitrine et puis qui vous êtes et comment vous en êtes arrivé là. Mais en 2 mots, ce qui est intéressant, donc on a pris contact il y a quelques mois, puisque Plateau Urbain fait de l'urbanisme transitoire, des tiers-lieux, travaille depuis 10 ans maintenant à réutiliser des lieux existants sous leur mode voilà, transitoire d'occupation temporaire. Alors ce qui est intéressant pour nous, c'est que vous êtes des grands génies du bricolage en permanence, j'ai envie de dire ça comme ça, de manière à pouvoir occuper des lieux avec très peu d'investissement et pouvoir y faire en fait toute une série d'activités sur base d'un modèle que vous allez peut-être nous expliquer également. Et c'est dans ce sens-là que ça nous intéresse beaucoup sur Pivoine. C'est un bâtiment en friche, pas tout à fait en ruine, mais en tout cas en désuétude. Et comment est-ce qu'on peut y intervenir à minima nous-mêmes pour en faire toute une série d'activités. Voilà un peu le topo général. Je pense que sur le long terme de l'année, vous avez commencé à comprendre les choses, donc c'est un petit peu différent aujourd'hui. Mais ben voilà, je vous laisse le micro. Je vous donne celui-là. Et puis moi, je suis pas loin. Et de toute façon, oui, donc, et à la fin de la conférence de Rossio, on vous confie un peu le début de la discussion. Okay. Bonjour à toutes et à tous. On est super content d'être invités. Merci, Cédric. Moi, je suis Mathias Rouet. Je suis un des co-initiateurs de l'association qui s'appelait Plateau Urbain, qui est devenue une coopérative d'intérêt collectif qui s'appelle toujours Plateau Urbain et qui a 13 ans maintenant. Moi, je suis urbaniste et c'est une asso qu'on a fondée avec mes copains, enfin les copains de la fac d'urbanisme. Donc aujourd'hui, moi, je suis membre du directoire de la coopérative. On est une centaine de salariés. Et je suis directeur des études, donc la partie qui est dans le montage des lieux, les faisabilités, pour savoir si c'est possible ou pas de réinvestir un bâtiment, à quel coût, dans quelles conditions, quel modèle économique, avec quel modèle de gouvernance, jusqu'à quand, etc. Voilà. Et je suis prof en école de paysage à Blois aussi depuis plusieurs années. Donc voilà, ça c'est pour moi la coopérative. La coopérative gère aujourd'hui 15 bâtiments qui étaient vacants et qui ne le sont plus, dans lesquels il y a des associations, des artistes,
des acteurs de la solidarité, des dispositifs d'insertion et dès que c'est possible, des personnes en précarité qui sont logées ou hébergées, mais ce n'est pas toujours possible dans les bâtiments qu'on réinvestit. Et nos bâtiments en gestion sont à Paris, à Lyon et parfois à Bordeaux ou à Marseille. Au-delà de l'activité de gestion, on accompagne aussi des collectifs partout en France, des assos, des collectivités, des propriétaires à monter leurs propres projets quand ce n'est pas nous qui gérons. Et donc dans le corridor, le hall, là derrière, dans l'espace d'exposition, le cabinet de curiosité, on vous a affiché un de nos projets, qui est aujourd'hui le projet le plus grand qu'on a en gestion, qui est une ancienne université, l'ancienne université Paris-Sancier, qui est dans le 5e arrondissement de Paris, juste derrière le Jardin des Plantes et la Grande Mosquée, qui était une université des années 60, qui a été vidée en 2021, sans que l'État sache bien quoi en faire. Et donc nous, on l'occupe depuis 2021, depuis 4 ans maintenant, pour au moins 2 ans encore. Donc on a eu les clés, et la question c'était qu'est-ce qu'on peut en faire en attendant que ce soit transformé, sans doute, en une autre université demain. Et donc vous verrez dans le cabinet ensuite ce qu'on y a fait, quel type de programme, quel type d'usage, comment est-ce qu'on est réintervenu dans ce bâtiment-là, en programmation ouverte au maximum. Et c'est un lieu dans lequel il y a 2000 étudiants encore par jour. Donc ça fait une espèce d'université un peu alternative. Et donc forcément, il y a des liens avec Pivoine qui est en devenir. Et donc l'idée, c'est à la suite de cette conférence, sans doute aussi, continuer parfois à travailler avec vous sur ce sujet. Voilà, je vous invite ensuite à venir discuter avec nous, regarder le hall, regarder l'expo, regarder ce que c'est que ce tiers-lieu solidaire qu'on a appelé Césure autour de la question de la transmission des savoirs. Je passe la parole à Paul. Bonjour à tous, moi c'est Paul Lamini, je ne vais pas beaucoup plus parler sur Plateau Urbain et ce qu'on fait. Moi je suis architecte depuis 2020 et après quelques années et quelques 6 mois par-ci en agence, 6 mois par-ci dans une autre, 6 mois dans une autre, je me suis un peu posé des questions sur comment j'étais architecte, pourquoi, etc. Et en me renseignant sur tout un tas de sujets, je suis tombé sur Plateau Urbain que je connaissais quand même parce que je connaissais leur lieu. Mais je ne savais pas qu'ils avaient autant besoin d'architectes et du savoir-faire des architectes, etc. pour l'appliquer un peu autrement que pour faire de la construction un peu, de la production architecturale classique, on va dire. Et voilà, j'y suis depuis 2 ans. Là, cette année, par exemple, je travaille sur la réflexion autour de l'hôpital, le CHU de Nantes, qui représente quand même 300 000 m² en centre-ville, qui va être vide du jour au lendemain parce qu'ils en construisent un nouveau sur l'île de Nantes, juste en face. Et donc, une immense réflexion sur quel est le devenir de ce site hyper stratégique. Qu'est-ce que ça veut dire d'un point de vue technique aussi de récupérer un bâtiment de la sorte, enfin une série de bâtiments immensissime avec autant de problèmes, qui en plus raconte aussi un truc sur une typologie de bâtiments, ces grands centres hospitaliers des années 60-70, répliqués partout en France, qui vont tous avoir les mêmes sujets de désuétude, etc. Voilà, aussi sur une école à côté de la dalle de la Défense à Courbevoie, qui est un lieu en déprise démographique, donc l'école a fermé, c'est toujours des situations politiquement difficiles, les écoles qui ferment, donc comment on s'y insère, nous, en créant un tiers-lieu dedans, c'est des situations délicates et ultra intéressantes. Voilà, pour notre présentation. La mienne, tu veux encore dire un mot ? Oui, on a hâte de t'entendre pour venir discuter, parce que je pense que ta pratique fait quand même bien écho aussi à ce qu'on vit en gestion et en montage au quotidien. Donc, je t'en prie. Bonjour, attends, je monte ici. Bonjour, merci pour l'invitation à venir aujourd'hui vous présenter une partie de mon travail. Merci Cédric pour me ramener des retours à Saint-Étienne. J'adore cette école, j'adore tous les professeurs et tous les étudiants. Je suis trop contente de pouvoir vous partager un petit peu de ce que j'ai fait. Moi je suis Rocío Calzado. Je suis aujourd'hui doctorante, chercheuse à l'école de Ponce et Chaussée et j'ai en même temps une pratique audiovisuelle. Donc je vais parler de toutes ces deux choses et ensuite on va voir un petit film que j'ai fini l'année dernière. Donc je vais parler de ma pratique autant de recherche qu'audiovisuelle qui orbite autour d'un sujet, la crise des logements. Donc la crise des logements, c'est un sujet qui est un petit peu compliqué à parler quand on est architecte, parce que souvent quand on commence à parler de cette crise des logements, on arrive tout de suite à des discours plutôt socio-économiques. On arrive très peu à parler de cette crise depuis un point de vue matériel, mais nous on est des architectes et on part du point de vue de la matière. Donc
il y a, je pense, une façon de parler de cette crise qui nous appelle directement, qui a une question très, très matérielle dans elle. Et c'est sur ça que j'essaie de vous présenter un peu le travail de recherche que j'amène sur ce lien. Et donc déjà, je m'excuse un peu parce que parfois je vais boguer un peu avec les Français, mais on va faire de notre mieux pour se comprendre. Et, je commence avec une petite anecdote personnelle comme on faisait à l'époque dans les TED Talks. C'est un peu cringe, mais je commence comme ça. Donc je venais d'arriver en 2021 en France. Et le premier travail que j'ai eu, c'était dans une agence d'urbanisme. Donc moi, je suis architecte de formation à l'École Polytechnique de Madrid. Et j'arrive pour travailler en tant qu'urbaniste ici. Et je commence à travailler dans un projet de renouvellement urbain à Lille, où il fallait démolir 3 tours de logements. Donc même si nous, on était l'agence mandataire d'urbanisme, ce qui était un peu bizarre, c'est qu'après amener des vraies recherches pour voir si à niveau technique il fallait absolument démolir ou pas ces bars, on se rend compte que pas forcément. Mais malgré ça, on se rend compte que la décision de démolir ces bars, elle n'est pas questionnable. C'est impossible pour nous, mandataires urbanistes, de dévier cette question. Bon, ça c'est encore plus bizarre si on se rend compte qu'on a une crise de logement qui n'est pas française, elle est européenne. Donc on voit qu'a fait dans les dernières décennies doubler, multiplier les prix des logements, mais aussi laisser multiplier les numéros des sans-abri. Donc, ce qui est assez bizarre, c'est que malgré cette crise, malgré ces chiffres que je montre en écran, on a encore beaucoup de pays européens, notamment dans l'Ouest européen, qui démolissent une partie de leur stock de logements. En particulier, en France, par exemple, une partie de ces démolitions sont liées à l'Agence nationale de renouvellement urbain. C'est une agence publique, mais qui est financée plutôt par des entreprises privée à travers une entité qui s'appelle Action Logement. Et du coup, elle est liée à des intérêts privés. Donc, dans les derniers 25 ans, la France s'est engagée en plus de 154 000 logements démolis. Donc, juste pour garder des chiffres en tête. Donc, ce que je vous montre, là, c'est des images d'une occupation qui a fait la DAL, droit au logement, les juin dernier, sur un tour de logement, où dans une cité, il y allait avoir certains morceaux de la cité démolis dans le 20e arrondissement à Paris. Ces photos sont prises en juin. Nous, avec mon collectif de films, on est allé filmer cette action. Ils sont restés dans les toits pendant 2 semaines pour protester sur cette démolition, sachant qu'ils sont c'est une cité qui est localisée au centre de Paris, dans les Paris intramuros, en des zones les plus tendues de la France à niveau des logements. Donc, je vous ramène ça aussi pour parler à quel point ce sujet est quand même d'actualité. Ce n'est pas ancient history, c'est aujourd'hui, des démolitions arrivent toujours, malgré toutes les données qu'on a. Bon, on parlera tout à l'heure de cette action, on parlera tout à l'heure, comme Cédric a mentionné, de House Europe. Mais avant de ça, je voulais parler avec vous du fait que si on se rend compte alors que ces démolitions comme on se rend compte que ces démolitions ne sont pas vraiment techniques, la cause derrière, on commence à s'approximer au fait que peut-être il y a plutôt des questions politiques derrière. Donc, avec ça en tête, j'ai décidé de réfléchir un peu plus sur cette question-là. Je suis retournée à l'école pour étudier sciences politiques pour justement gratter un peu plus sur ce sujet-là. Donc, quand on est à l'école des sciences politiques, on voit il y a plusieurs chercheurs qui se questionnent sur la question de la démolition. Il étude à travers différents morceaux. On peut étudier les raisons économiques derrière, le jeu des acteurs, etc. Mais ce qui est bizarre, c'est que les chercheurs en sciences sociales, quand ils étudient les démolitions des logements, ils ne regardent jamais aux bâtiments. Pour eux, les bâtiments, ce n'est pas vraiment un outil politique. Mais ce qui m'étonne, l'exercice que j'ai fait souvent dans les écoles d'archi, c'est lever la main si vous pensez que l'architecture est-elle politique. Et en général, j'ai la classe entière qui lève la main. Ce qui me fait penser que peut-être la bonne question, ce n'est pas si l'architecture est-elle politique, mais plutôt comment l'architecture est-elle politique. C'est le sujet dont on va parler aujourd'hui dans la présentation. Plus en particulier, cette phrase-là, que je n'arrive jamais à prononcer bien en français, que c'est
quelles sont les ressources matérielles dont dispose l'architecture pour agir politiquement et faire interagir certains bâtiments avec des processus de gouvernance locale. Comment les bâtiments eux-mêmes agissent. C'est une question que nous, en tant qu'architectes, on peut arriver à maîtriser. Cette question-là, je ne suis pas la première à me la poser. C'est une question que beaucoup des autres chercheurs en sciences et techniques, la traduction n'est pas bonne, mais en gros, c'est Science and Technology Studies, STS. C'est une question que ce type de chercheurs se sont posés déjà. Alors, les STS, les Science and Technology Studies, c'est quelque chose qui existe plutôt beaucoup en France. En Espagne, on n'a presque pas ça. Donc, vous, en France, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, dans les écoles d'ingénierie, dans les grandes écoles, vous intégrez des laboratoires de philosophie, de sociologie, des sciences sociales. Et vous intégrez ça pour étudier justement la technique depuis un point de vue social. La technique comme un objet social. Pour moi, c'était fascinant à découvrir ça. Donc, si vous connaissez Bruno Latour, sans doute, Michel Calon, Alvena Yaneva, Antoine Picon, c'est des chercheurs qui appartiennent à ce type de laboratoire. Donc, moi, j'appartiens aussi à ce type de laboratoire à l'école des ponts. Ça s'appelle les LATS, mais il y a des autres à l'école des mines. Il y a différents laboratoires comme ça, qui étudient du coup la technique comme sujet social. Donc, dans ce laboratoire-là, moi, j'étudie les bâtiments comme des instruments des politiques publiques. Alors, pourquoi étudier les bâtiments comme instrument de politique publique? Ça vient d'une théorie politique où, au lieu d'étudier la politique depuis ce qu'on peut appeler les high politics, donc les grands discours politiques, les grands débats, etc., on fait un peu de zoom et on commence à gratter les instruments qu'on utilise pour implémenter ces politiques. C'est une branche de la science politique qui dit si on essaie de s'approximer plutôt à ces outils, on va avoir une nouvelle narrative, on va comprendre ce qui se passe au niveau politique différemment. Donc, suivant un peu cette théorie-là, j'étudie les bâtiments comme si c'était des instruments politiques pour voir quelles ressources ils enlèvent. Pour vous expliquer ça, parce que ça peut devenir assez complexe et assez désagréable, je vais le faire à travers la biographie d'un bâtiment. Donc, je vous présente Corviale. C'est un des deux biographies de bâtiments qu'on va faire aujourd'hui. Donc, Corviale, c'est un ensemble de logements localisés en banlieue romaine. Il est un peu connu parce qu'il est à 1 km de longueur. Il a été conçu entre les années 1975 et 1984 par l'architecte Mario Fiorentino, commissionné par une coalition entre la gauche romaine et les partis communistes qui venaient d'arriver au pouvoir. Donc ils étaient très contents d'arriver au pouvoir. Ils voulaient faire une grande démonstration de leur engagement avec le peuple, avec la société plus populaire, et aussi faire un geste d'engagement avec la crise des logements qu'il y avait à l'époque en Rome. Donc ils construisent Corviale, ils construisent des autres cités. Qui est un projet assez ambitieux, pas seulement parce qu'il est 1 km de longueur, mais parce qu'ils implémentent des systèmes constructifs qu'ils n'avaient jamais utilisés à l'époque, avec des détails, notamment des boîtes de construction, notamment français. Corviale, c'est aussi un bon exemple de qu'est-ce qui se passe pourquoi parfois les bâtiments ils évolutionnent pas forcément de la manière dont l'architecte avait ça en tête. Et je vais vous donner un petit exemple pour ça. Donc Mario Fiorentino dessine en Corviale ce qu'il appelle le piano libero. Donc c'est en gros le couloir commercial de l'unité d'habitation de Le Corbusier, quelques années plus tard, on est en 1980. Et donc dans ce piano libero, il est censé avoir des commerces, des services publics, dans des boulangeries aussi, des crèches, etc. L'idée, c'était de faire cette grande machine, grand logement, une sorte d'utopie autonome. Non? Donc vous avez là des perspectives de cette piano libero depuis le projet. Mais comme j'ai dit tout à l'heure, il y a une grande crise des logements à Rome à ce moment-là. Donc même avant que le bâtiment s'ouvre complètement, certains de ces espaces, au 5e niveau, sont occupés par des familles justement qui n'arrivaient pas à se loger. Donc ces familles-là, ils s'installent, 135 familles, et ils habitent à Corviale pendant plus de 40 ans. Ils se construisent eux-mêmes leur propre logement en utilisant eux-mêmes des différents matériaux qu'ils avaient
qui s'approchent, et ils coexistent, et ces occupantes coexistent avec les locataires de différents niveaux. Tout se passe bien dans cette coexistence jusqu'à un moment. Et pour vous expliquer ça, pour vous expliquer l'évolution de Corviale, on pourrait encore une fois parler de high politics et expliquer les systèmes de logement en Italie, etc. Mais là, je vous invite à regarder un détail un petit peu plus précis, c'est ce détail-là. Les occupants de Corviale, ils se raccrochent au système d'échauffement d'eau et d'électricité de Corviale, et ce qui crée, quelques mois plus tard, un petit peu de problème entre les occupants et les locataires. Pourquoi? Parce qu'à Corviale, il y a une chaufferie collective, un système de chauffage collectif. Ça, c'est très typique dans les logements collectifs. Au lieu d'avoir chacun son propre système de chauffage, ils ont une grande centrale thermique, qui, dans le cas de Corviale, en plus, elle est localisée en dehors du bâtiment. Donc là, on voit la chaufferie avec les chimneys et Corviale derrière. Et là, en blanc et noir, c'est une image de cette chaufferie, thermal power plant, depuis Corviale. Vous avez une idée un peu de la distance. Et, les moments où les occupants se raccrochent au système de chauffage fait si que les consommations de cette thermal power plant augmentent un peu et ça retombe sur les loyers des locataires. Donc les locataires, évidemment, même si ça se passait plutôt bien dans ces cohabitations, à ces moments, on commence à se plaindre, et ils se plaignent aux bailleurs. Les bailleurs, c'est le propriétaire du bâtiment. Les bailleurs, à cette plainte, il ne fait pas grand-chose, il ne répond pas. Pourquoi il ne répond pas? Ça, encore une fois, on peut revenir à une analyse de politique classique, une politique plus classique, et se rend compte qu'à ce moment-là, les bailleurs, ils ont perdu un peu plus de pouvoir, ils ont un peu moins d'argent, etc. Mais le résultat, c'est qu'ils ne répondent pas, et du coup, tous les locataires se mettent d'accord pour arrêter de payer les loyers. À ça, évidemment, les bailleurs répondent et décident de couper les systèmes de chauffage de Corviale. Et laisse Corviale sans système de chauffage dans un hiver en plus particulièrement froid. Les bailleurs sont capables d'éteindre les chauffages aussi à cause des capacités, des caractéristiques techniques de ce chauffage. C'est-à-dire, ce chauffage il est localisé en dehors de Corviale. Il est possible de l'éteindre et de le rallumer sans casser la machine. Il y a certaines caractéristiques physiques qui permettent aux bailleurs de l'utiliser comme outil de pression politique. Donc, on n'a plus un chauffage, on a un outil de pression politique pour animer aux locataires à payer de retour les loyers. En théorie politique des instruments politiques, des chercheurs français encore, décrit les instruments de politique publique comme des dispositifs à la fois techniques et sociaux qui organisent des relations spécifiques entre l'État et ceux à qui ils s'adressent. Ils possèdent leur propre force d'action, façon inattendue d'agir. À mesure qu'ils sont utilisés, ils tendent à produire des effets originaux et parfois inattendus. C'est-à-dire, on a un objectif générique de cet instrument. Dans la chaudière, c'est des chauffe-l'eau. Mais on a un contexte spécifique et on a des caractéristiques physiques qui permettent que cette chaudière, finalement, elle évolutionne, elle fonctionne à quelque chose d'autre. Et ce qui, finalement, a un impact sur le contexte politique de base. C'est-à-dire, les bailleurs et les locataires, ils arrêtent de se parler pendant 30 ans. Ils inaugurent 30 ans de malentendus, ce qui va énormément poser des problèmes pour l'évolution du bâtiment après. Bon, si je vous ramène cet exemple de Corviale, ce n'est pas juste pour jouer au jeu de est-ce que l'architecture est politique ou pas. Et, je vous amène ça parce que j'aimerais bien avec vous commencer à parler des facteurs sociaux et des facteurs matériels de l'architecture, pas comme des choses complètement dissociées, mais comme quelque chose plutôt lié. Donc, on sait bien qu'un bâtiment vieillit bien ou vieillit moins bien à cause des facteurs sociaux et des facteurs matériels. Mais ce qu'il faut arriver à comprendre, et ce qu'il faut arriver à peut-être, ou ce que j'essaie au moins arriver à décrire, c'est à quel point ils sont liés et comment fonctionne cette liaison entre les facteurs matériels et ces facteurs sociaux. Donc, je m'intéresse à ces liens, à ces liens-là,
en spécifique, dans le cas de mes recherches dans les logements, pour étudier justement les cycles de vie des logements et pourquoi certains bâtiments de logement durent plus que les autres, comment la maintenance de ces bâtiments fonctionne, comment arriver à les maintenir mieux. Et ça, c'est des questions que la ville de Paris s'est posée aussi. Ils ont un stock de logements vieillissants et ils veulent les maintenir mieux. Mais ils n'arrivent pas même à comprendre qui sont les acteurs autour de cette maintenance, à quel point elle est liée ou pas à le propre bâtiment, ou à quel point c'est une question des sciences sociales. Donc pour réfléchir à ça, ils ont créé un groupe de recherche où ils sont inclus à des chercheurs de l'école des mines et des chercheurs de l'école des ponts. Donc je suis inclus dans ce programme de recherche pour se questionner comment la ville elle-même maintient et ensuite comment maintenir un peu mieux. Donc là, je vais vous présenter un petit peu quelques résultats de cette première recherche. Donc maintenant, on a bien compris quelle est la relation entre différents morceaux de bâtiments et l'évolution d'un bâtiment. Donc, on est tous d'accord avec ça. Donc maintenant, on peut arriver à la deuxième couche de cette présentation, que je vais faire encore une fois à travers la biographie de notre bâtiment. Celui, vous le connaissez encore mieux. C'est la tour Bois-les-Prêtres. Donc pour faire cette recherche-là, j'ai fait 1 an et demi de collaboration avec un bailleur, Paris Habitat. Et j'ai développé au sein de cette bailleur ce que j'appelle la phénoménologie spatiale de la maintenance. Qu'est-ce que c'est? C'est une analyse spatiale de la manière dont les pratiques de maintenance, de réparation et de soins sont organisées et vécues au sein de cette institution, de cette bailleur. J'ai fait un petit pause parce que je me rends compte que j'accélère beaucoup quand je parle. Donc, vous connaissez cette tour parce qu'en 2011, il a été transformé par les architectes français, Lacaton et Vassal, qui ont réalisé une grande réhabilitation d'une tour existante. Et c'était leur première grande réhabilitation d'une tour de logement, une opération qu'ils ont répétée après. C'était aussi la première fois que le bailleur entamait une opération de cette dimension. Et peut-être la caractéristique la plus inédite de cette transformation, c'était le fait qu'il était effectué en milieu habité. C'est-à-dire la plupart des locataires étaient présents et ils habitaient leur logement lors de la transformation. Donc pour étudier ça, je vais vous présenter la maintenance et l'évolution de vie de cette tour et je vais la diviser en différentes couches de maintenance, différentes dimensions. Un peu pour info, pour contexte, cette tour, j'avoue les S6, et j'ai appris qu'il y a certains qui travaillent déjà sur des tours comme ça, donc ça vient très bien au sujet. Cette tour, elle a été construite par Raymond Lopez entre les années 57 et 59. Elle n'est pas une tour toute seule, elle est partie d'un grand programme, d'une grande opération urbaine qui s'appelle les plans Lopez, ou secteur 8, dans les archives de Paris Habitat, qui est localisée entre Port-Pouchet et Port-des-Poissonniers. Dans une extension de plus ou moins 2 km, tangentiale au boulevard périphérique dans le nord de Paris. Donc il y avait 5 bars et 7 tours. Les 7 tours de Lopez, donc je me concentre aujourd'hui dans cette présentation, ils ont été construits de la même manière, avec les mêmes systèmes constructifs, les mêmes résolutions de façades. Ils ont été tous créés par le même bailleur social et gérés tous par le même bailleur social jusqu'à la fin de leur vie. Par contre, ils n'ont pas, eux, complètement la même évolution. Je viendrai à ça tout à l'heure. Donc, comment fonctionne la maintenance chez cette tour? Quand les premiers locataires ils sont arrivés à la tour, les bailleurs les donnent une petite livret d'accueil. Les bailleurs reconnaissent par cet acte que le début de la maintenance commence par les propres soins des locataires au sein de leur logement. Les bailleurs ils développent aussi ce qu'on appelle une grille de vétusté. Donc, c'est un outil pour arriver à évaluer combien des années chaque élément du logement doit durer. Évaluer à la fin du contrat de location avec les locataires s'ils ont en fait bien pris soin de son bâtiment ou pas. Non, donc on peut voir de son logement. Donc on peut voir par exemple à quel point les stores ils sont censés durer 5 ans et là où les menuiseries extérieures en PVC peuvent durer jusqu'à 15 ans. Je développe à chaque fois des petits schémas pour expliquer quelle est la relation entre chaque défaillance et quel est le procès jusqu'à qu'on retourne au logement dans bon état
C'est des schémas un petit peu compliqués, mais que je vais vous mettre surtout à titre explicatif pour qu'on voit aussi, pas seulement comment on fait pas seulement la narration d'une recherche, mais aussi comment on peut arriver à la faire, quelles sont les méthodes derrière. Donc on arrive à la deuxième couche de maintenance, celle de l'exploitation. L'exploitation de la tour, elle est assurée par des gardiens qui sont en charge des nettoyages, des petites réparations et de la coordination de certains services techniques. Donc si j'arrive à notre schéma, on voit bien que quand il y a une défaillance, on passe par les gardiens, qui ensuite est en contact avec les gérantes, qui mobilisent des équipes techniques et qui nous ramènent au bâtiment en général en bon état. À la fin des années 80, et la tour, ça fait 30 ans qu'elle était en vie, 20 ans pardon, qu'elle était en vie, elle fait l'objet d'une première transformation où on intègre une grille d'entrée ainsi qu'un ravalement de la façade avec des panneaux Eternit. Donc on peut voir dans la photo au milieu le résultat de cette première opération de transformation. Et ce qui est intéressant, c'est que moins de 15 ans plus tard, la ville de Paris, avec les bailleurs, lance un marché de définition pour repenser l'évolution du secteur des ports-pouchés, donc l'espace public immédiat à la tour. Et ce projet inclut aussi la transformation de la tour Bois-les-Prêtres. Donc juste 15 ans plus tard, après la première transformation. Évidemment, ça prend un peu de temps à développer le projet, à faire le concours, etc. Mais voici le résultat final de cette deuxième transformation. Donc c'est la transformation de la Coton et Vassal que vous connaissez, et qui essaye de répondre aux principaux défis qu'ils avaient identifiés à l'époque. Donc il manquait de typologies plutôt intermédiaires. Ils avaient des charges individuelles un peu trop élevées, donc c'est pour ça aussi qu'ils essayent de répondre avec des systèmes climatiques qui réduisent la charge des locataires. Donc voilà les résultats de cette première transformation. Ce qui est intéressant, c'est que pour y arriver, on doit évidemment mobiliser encore plus des acteurs. Et là, on sort du bailleur pour engager des bureaux d'études, des architectes. C'est une proposition, ça ne veut pas dire que la maintenance soit forcément la transformation, mais on va dire que j'intègre la transformation comme une autre dimension de la maintenance, surtout pour parler de maintenance presque comme le cycle de vie d'un bâtiment. Bon, les projets de la ville, en 2003, comme je viens de présenter, incluaient aussi la démolition des autres tours du secteur 8. Donc, on se souvient qu'il y en avait 7. Donc il y a 4 tours les plus proches du périphérique, issus de Plan Lopez, qui, évidemment, ils avaient les mêmes caractéristiques, mais comme ils étaient un peu plus proches au périphérique, ils ont décidé de les démolir. La tour Bois-les-Prêtres, elle était un petit peu plus en retraite. On le voit dans cette map-là. Donc la tour Bois-les-Prêtres, c'est celle dans les coins à gauche. On a démoli les premières 4 là-haut en bordure périphérique. Ce qui est intéressant, c'est que le concours de réhabilitation de la tour Bois-les-Prêtres, il n'est pas considéré seulement comme un concours de transformation. La tour Bois-les-Prêtres doit devenir un prototype de transformation pour des autres transformations dans l'avenir. C'est-à-dire, c'est un test, c'est une occasion de démontrer à quel point la transformation peut être avantageuse en phase d'une démolition. Ça, c'est écrit dès le concours. Et ça nous amène à la 4e dimension de la maintenance, celle de la protection patrimoniale, qui dépasse aussi ainsi la transformation d'un seul immeuble et où on commence à parler plutôt d'un stock d'immeubles, d'une transformation à plus grande échelle. Ce processus d'évolution de ce stock a quelque chose de remarquable. Comme j'ai dit, la tour Bois-les-Prêtres doit être un prototype pour transformer. La tour des Poissonniers, c'était la dernière, celle qui était plus à droite, à gauche, dans l'écran. Et elle devait être démolie parce qu'elle était quand même assez proche des périphériques, mais finalement, elle sauvait de la démolition. Donc nous pourrons expliquer tous ces processus à partir des high politics et de l'évolution du discours politique autour de la question de la démolition. Mais comme on est des architectes et comme on l'a déjà fait à Corvialen, on va développer ça plutôt avec des objets en zoom-in, avec des dispositifs du bâtiment elle-même. Je passe ça. Ça, c'est juste un schéma pour montrer à quel point toutes les dimensions peuvent se connecter les unes avec les autres.
Je vais vous raconter vite fait l'histoire des rideaux thermiques des voiles prêtes. Donc, à voiles prêtes, il y a ces rideaux thermiques qui sont installés lors de la transformation de 2011. Ces rideaux sont à la fois isolants et mobiles. Donc, ils visent à améliorer le confort thermique des logements, mais idéalement, ils préservent aussi la transparence et la légèreté de la façade. L'idée, c'est qu'ils peuvent être fermés pour isoler aussi, et aussi ouverts pour laisser passer la lumière. Cependant, parmi la multitude d'éléments intégrés lors de la transformation, les protocoles de maintenance de cette rideau thermique était la première fois que le bailleur les installait. La maintenance de cette rideau thermique n'était pas vraiment développée. Ils n'avaient pas trop réfléchi. Les rideaux, ils sont trop grands et ils sont accrochés d'une façon un peu compliquée à décrocher. Donc les habitants eux-mêmes, ils ne peuvent pas les décrocher. Et le bailleur n'a pas vraiment un protocole derrière. Ils ne l'ont même pas inclus dans la grille de vétusté, donc ils ne savent pas combien de temps ces rideaux ils doivent durer. Et ce qui donne un peu de problèmes quelques années plus tard. Donc, 5 ans après l'ouverture de la tour, les gardiens avaient constaté un vieillissement un peu prématuré de plusieurs rideaux dans l'immeuble et ils se lancent une opération de nettoyage complet de tous ces rideaux. Au cours de cette intervention, tous les rideaux sont démontés, ils sont lavés et ils sont réinstallés. Par contre, il y avait certains rideaux qui étaient contaminés avec des punaises de lit. Donc, quand ils les ont lavés tous ensemble et réinstallés, les problèmes ne sont pas résolus, c'est plutôt propagé. Donc, des locataires se sont retrouvés avec des rideaux contaminés alors que leur logement n'était pas forcément contaminé à l'origine. En parallèle, plusieurs fenêtres apparaissent cassées de façon régulière. Les bailleurs, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi. Ils se lancent énormément de recherches pour comprendre pourquoi il y avait tous ces rideaux qui s'est cassés en continuation. Et à un moment donné, ils se rendent compte, après énormément d'études, avec des bureaux d'études qui se prenaient pour faire ces études, qu'il y a un réchauffement du vitrage lié à une mauvaise installation du rideau thermique. Le rideau thermique, en gros, il était trop proche du plafond, ce qui ne laissait pas l'air ventilé entre les vitres et le reste de la chambre. Donc l'air chaud s'est concentré et finissait par casser tous les vitres de la façade sud. Donc les gardiens de l'agence étaient sollicités tout le temps pour faire face à tous ces types de situations, des punaises, des vitrages cassés, etc. Et à un moment donné, ils se rendent compte qu'ils ne peuvent pas continuer à gérer les problèmes comme de la maintenance courante. On ne peut pas substituer un par an tous les éléments parce que les gardiens et les gérants ils étaient extrêmement sollicités. Donc, ils décident d'ouvrir un nouveau outil de maintenance qu'ils n'ont jamais utilisé dans les bailleurs avant, qui s'appelle la maintenance courante renforcée. Donc, la maintenance courante renforcée, c'est un outil qui se crée pour justement pouvoir prendre soin du bâtiment entier au lieu d'aller un par an à résoudre chacun des problèmes. Par exemple, dans les rideaux de voiles prêtes, ce qu'ils ont fait, c'est substituer un par an tous les rideaux par des morceaux de rideaux de taille beaucoup plus réduite et avec un raccrochement beaucoup plus facile. Donc comme ça, chacun des habitants, ils peuvent décrocher leurs propres rideaux et les laver dans les machines à laver. Donc ce geste qui paraît anodin, maintenant les rideaux sont plus petits, ok, ce n'est pas si anodin que ça. C'est un transfert de responsabilité, c'est-à-dire les bailleurs reconnaissent par ça que finalement, ce n'est pas à lui à nettoyer les rideaux de voiles prêtes, c'est à chacun des locataires. Et donc, on l'intègre dans la dimension du soin. Donc, je développe tout ce type de diagrammes, pas seulement pour illustrer, mais pour étudier cette évolution. C'est-à-dire, les bailleurs, les rideaux sortent de ce schéma et retournent à le schéma des soins. Ce schéma, on l'actualise parce que maintenant, on a de la maintenance renforcée. Vous voyez, ça sert un peu comme outil. Ce qui est intéressant de la maintenance renforcée, c'est qu'une fois que le bailleur a créé cette maintenance, il apprend à la faire. Donc, il apprend à faire plus de maintenance renforcée par tous les bâtiments. C'est-à-dire, il ne va pas résoudre un par un chaque problème de bâtiment. Il fait des analyses périodiques pour, en effet, résoudre tous les problèmes d'un coup. Donc, ça, c'est des directions des bâtiments où les bailleurs m'ont raconté qu'ils ont déjà appliqué cet outil qu'ils avaient créé lors des problèmes de voiles prêtes. Je vous explique vite fait une dernière case pour encore plus insister sur ces questions-là.
Je vais vous raconter maintenant l'histoire des balcons des Bois-les-Frettes. Donc, comme j'ai tout à l'heure expliqué, on a installé des balcons autoportants lors de la transformation de la Caton-Vassal. Ce qui est intéressant peut-être de ces balcons, si je voulais mettre ça, j'aime bien cette image, c'est qu'on se souvient, c'est une transformation qu'on a faite sur site occupé. Donc tous les habitants, ils étaient sur place pendant qu'ils étaient en train de démolir leur façade et réinstaller ces balcons. Comme dans tous les projets de transformation, comme dans tous les projets de construction, on fait un bâtiment, un morceau témoin, un logement témoin aussi pour que les habitants peuvent se projeter et peuvent aussi accepter toutes les galères qu'ils vont subir pendant quelques années lors de la transformation. Donc, ok, peut-être que le bailleur a poussé un petit peu trop pour faire cet appartement témoin un petit peu trop vite, justement parce qu'il avait besoin de la confiance des locataires. Il avait besoin que les locataires se sentent à l'aise avec les projets. Donc, même si les architectes, ils n'étaient pas trop d'accord pour faire cet appartement témoin si vite, ils ont construit un des balcons comme prototype. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être lié au fait que les prototypes ont été faits un peu trop vite, les prototypes de balcons a cédé. Il est tombé. C'est pas grave, c'est un test, ça arrive dans les chantiers. Mais ce qui est grave, c'est que ça arrivait lorsque les logements sont occupés, c'est-à-dire toute la population de Bois-les-Frettes a vu ce balcon tomber. Donc évidemment, ça a fait un petit peu peur aux locataires. Et donc même aujourd'hui, il y a beaucoup de locataires qui disent qu'ils n'utilisent pas leur balcon parce que ce n'est pas sûr. Et il n'est pas sûr à niveau structurel. Évidemment, ils sont sûrs à niveau structurel, mais bon, ça a cassé un peu peut-être cette confiance avec ce balcon-là. Comme ils ne l'utilisent pas, ils stockent des choses. Ils stockent des choses sur les balcons. Ils stockent notamment parfois de la nourriture. Donc évidemment, quand on a ajouté les balcons, la gestion courante, le nettoyage de la façade des Bois-les-Frettes a changé. Donc on a un changement dans l'exploitation. Les gardiens, maintenant, il a des tâches différentes. Mais il y a eu aussi une amplification des sujets des rongeurs, des rats. Peut-être que les rats, ils étaient déjà là. Mais maintenant, on a des balcons qui sont interconnectés. Donc ça, vous voyez, pour le connecter aussi à la question de l'architecture et de la morphologie, c'est physiquement possible pour les rats de se balader d'un logement à l'autre tranquillement, à travers ces balcons. Encore plus si on a de la nourriture stockée là-dedans. Donc voilà, ça, c'est pas pour identifier des responsabilités, dire, oh, voilà, regardez les archis, qu'est-ce qu'ils ont fait, on fait n'importe quoi, etc. Pas du tout. Même à l'inverse, ce que je trouve c'est intéressant, c'est pour voir à quel point c'est des choses qu'ils doivent justement intégrer. Les bailleurs doivent maintenant intégrer une dératification périodique du bâtiment et juste l'intégrer dans leur charte d'exploitation. On arrive à la dernière dimension de la maintenance, comme on a parlé déjà, de la maintenance comme protection patrimoniale. On sait tous que les projets de la Caton-Vassal, de Bois-les-Frettes étaient super. Il a été très très reconnu, il a gagné la carte d'argent. La Caton-Vassal en 2021 devient Pritzker Prize mondialement connu. Il y a des visitantes qui arrivent à ce bâtiment en continuation. Je suis allée plusieurs fois, il y a toujours quelques architectes avec ses caméras, etc. Donc ça devient un bâtiment connu, ça devient une fierté par les bailleurs, c'est son bâtiment superstar, ça devient une fierté pour la ville de Paris et surtout ça devient un super outil de marketing. Donc, et ce qui est intéressant, c'est qu'en 2019, du coup, vient le moment d'intervenir sur la dernière tour du secteur 8. Vous vous souvenez, Poissonnier, celle qui est à l'autre côté, à droite dans la map. Et évidemment, Paris Habitat, comme j'ai dit tout à l'heure, Paris Habitat avait démoli tous les tours qui étaient proches de périphériques. Donc, normalement, dans leur logique, Poissonnier allait démolir aussi. Il y avait eu des études pour démolir la tour, etc. Finalement, au dernier moment, ils changent de position, ils décident de sauver Poissonnier. Ce changement de position a été influencé par le succès global de Bois-les-Frettes, largement diffusé à travers les images emblématiques de ces balcons. Ça s'est confirmé autant pour les bailleurs que par les gens de la mairie. Donc j'arrive plutôt à la fin
de cette petite démonstration pour parler des bâtiments qui sauvent des autres bâtiments, mais aussi des bâtiments qui interagissent avec l'évolution des protocoles de maintenance, comme on a vu avec la maintenance renforcée. Donc, en gros, ce qu'on essaye d'explorer ici, c'est à quel point l'architecture peut influencer la politique de gestion des bâtiments, et en mobilisant à la fois toutes ces ressources matérielles, non, des ressources physiques, des ressources symboliques. Donc, si on est dans un changement de paradigme, si on ne veut pas du tout démolir, si on accepte que nos bâtiments vont durer beaucoup plus, alors c'est ce type de relation qu'on est intéressé à comprendre. Pour vous, surtout pour les étudiants des S6, déjà, vous pouvez intégrer ça peut-être un peu dans vos projets. Donc, vous pouvez comprendre à quel point votre projet sera entretenu, à quel point il peut être adapté dans son temps, explorer les dynamiques de la communauté qui interagira avec votre bâtiment et imaginer peut-être des scénarios de la manière dont les différentes caractéristiques architecturales de votre bâtiment interagissent avec des dynamiques sociales complexes. Donc, en tant qu'architecte, on sait qu'on peut s'engager dans ce type d'évolution avec notre travail matériel. On peut le faire aussi en tant que chercheur en architecture, c'est un peu ce que j'essaie de faire. Donc, cette recherche, elle est un peu abstraite, mais elle n'est pas si abstraite que ça, parce que c'est une commande directe de la ville de Paris qui essaye à réfléchir, à repenser à la charte, à la circulaire des financements des transformations des logements sociaux. Ils veulent justement l'actualiser et ils veulent avoir ce type d'infos pour savoir quoi demander à un bailleur en question de maintenance. Donc voilà, il y a des différentes façons d'interagir avec ce type de questions. On peut aussi participer juste en tant que citoyen. Donc des citoyens, des activistes qui défendent, qui maintiennent leurs bâtiments. On est là plutôt dans la question patrimoniale, protection patrimoniale, de maintenance. Donc notamment cette action de la DAL, des droits au logement, qui ont décidé de couper ce bâtiment à la cité Piton de Vernois, 7 juin dernier, et est resté pendant les toits pendant plusieurs semaines pour négocier avec la mairie si en effet il fallait ou pas démolir certains bâtiments autour. Vous voyez dans cette occupation qu'il y avait aussi l'hackathon Vassal, donc en tant qu'architecte, mais aussi avec un rôle d'activiste, on peut aussi participer à ça. Comme j'avais mentionné avant, je vais parler vite fait de House Europe. Donc House Europe, vous les connaissez sans doute parce qu'ils ont été très intenses sur le réseau. C'est une initiative, une ECY, qui est une initiative européenne qui voulait soulever des sujets pour réduire les pressions financières de la transformation et augmenter la régulation de la démolition en Europe entière. Donc c'est une ECY, c'est une European Citizen Initiative. Ça veut dire que n'importe quel sujet, ça c'est un outil de bottom-up politique, n'importe quel sujet de politique publique, si on arrive à avoir plus de 1 million de signatures, on peut les ramener à la Commission européenne. Donc ils te donnent un time frame pour faire ça, dans 1 an pour arriver à avoir 7 millions de signatures. 2025, c'était l'année de House Europe. Ils sont vraiment poussés pour avoir toutes ces signatures. Ils ont fait des campagnes dans l'Europe entière. Mais on est resté loin. 80 000 signatures, 8%. Donc, c'est aussi pour parler à quel point c'est un sujet d'actualité, mais aussi à quel point il y a beaucoup encore à faire. Parce que malheureusement, du coup, la ECY, il faut le dire, ce n'était pas une ECY qui a réussi. Elle a même resté assez loin de son sujet. Donc, précisément parce qu'on a encore beaucoup de choses à faire, c'est à ça que je m'intéresse avec ma production audiovisuelle. Donc, j'utilise juste les dernières 5 minutes pour vous présenter un peu ce qu'on fait avec Dokar. Donc, Dokar, c'est une association que j'ai créée avec mon associé Jasper Mauer en 2023, donc il y a quelques années, et qu'on utilise pour parler justement de ces sujets, de la crise des logements, de la relation entre bâtiments et politique publique, et depuis en général une perspective européenne, donc pas en regardant seulement la France, mais en essayant d'avoir une vision un petit peu plus large. On s'est engagé depuis en plusieurs projets, donc on a commencé avec un projet sur les secteurs Plan Lopez, non, comme par hasard. Et dans ce projet qui est toujours un tour de tournage, on a exploré les différents tours du coup des Plan Lopez et comment ils avaient évolué. Donc on peut voir les prêtres à travers quelques images, quelques screenshots du film, mais on peut voir aussi les vides de ces démolitions qui ont été démolies et qui n'ont jamais été reconstruites. Donc ça nous aide aussi à nous poser la question de à quel point c'était
est nécessaire, je ne sais pas si on dit indispensable, obligatoire de démolir des logements qui occupent peut-être pas dans les meilleures conditions en bordure périphérique, mais sans doute un peu mieux que juste une friche depuis 10 ans. On a des images aussi des poissonniers vidés depuis 2 ans parce qu'il va faire un changement d'usage. Il va être transformé normalement dans les prochaines années par l'agence Laoucé. On a fait aussi des Great Together qui parlent exactement du même sujet, mais à un niveau européen. Donc on parle de différents ensembles de logements, mais toujours en suivant les mêmes principes des grands ensembles. Et on explore son évolution dans des différents contextes. Donc sur celle-là, je ne vais pas beaucoup plus parler parce qu'on va les voir tout à l'heure. Je vous présente certains qui ont un autre élément encore. Boundaries of Care, c'est sur un logement social à Londres qui est en train d'être transformé ou auto-transformé par sa propre population. Donc ils sont identifiés dans les locataires qui savaient faire quoi. Et ils se sont mis à transformer les logements tous ensemble. Celui-là, toujours en cours de réalisation aussi. On a fait cet automne notre première collaboration avec une autre chercheuse. Donc ça, c'est quelque chose qu'on est très fiers parce qu'on voulait utiliser aussi Docar comme une plateforme pour dialoguer avec des autres chercheurs, avec des autres architectes et justement donner un soutien audiovisuel, pas seulement à notre recherche à nous, mais à des recherches qui pouvaient être similaires à ce qu'on fait. Donc là, on a travaillé avec Magda Maoui sur un projet sur le logement social dans des quartiers plutôt aisés et les contrastes que ça pouvait faire. Et finalement, je vous présente vite fait un projet qu'on est en train de finir. Ça se présente dans 1 mois. On va le présenter à Barcelone. Ça s'appelle Mode d'emploi. C'est un film qu'on fait sur un bâtiment de Bétillon Framework et crypto à La Gueule, pas très loin d'ici, si j'imagine bien, qui parle pas beaucoup de comment on conçoit un projet, mais plutôt comment on l'adapte. Comment on adapte son usage et comment on réfléchit à l'usage comme quelque chose d'évolutif où justement les archives peut-être qu'ils ont un rôle, mais les référents techniques au sein des bâtiments, les propres usagers peuvent contribuer à cette notion d'adaptation des bâtiments dans ces contextes-là un petit peu plus complexes parce que c'est des bâtiments passifs qu'il faut beaucoup ouvrir, beaucoup fermer, etc. et que du coup ont besoin de faire un usage un peu compliqué. Je ne vais pas m'étendre plus. Et on va voir maintenant du coup The Great Together et peut-être après on pourrait discuter et avoir quelques questions. Merci beaucoup. Alors on va un peu discuter, nous on va poser quelques questions vraiment en réaction là, et après on va vite vous donner la parole aussi si vous avez des questions. Merci beaucoup. Nous on découvre ton travail, donc on est comme une partie d'entre vous j'imagine. Donc en réaction à la fois sur la partie conf et puis sur le film qui les deux forcément se font écho. Moi j'ai une question sur toi en fait déjà et ta pratique parce que c'est pas nous au quotidien c'est pas tous les jours qu'on voit des chercheurs. On voit pas tous les jours des chercheurs architectes qui revendiquent aussi à tel point ici dans leurs travaux. Là tu as la question évidemment de la non-démolition. J'ai l'impression que tu orientes tes recherches très fort sur ce sujet-là, en 1. Mais est-ce que tu as 2 ou 3 combats clés, toi que tu as, au-delà ou en dessous de cette question de la démolition que tu as envie de donner et que tu as envie de partager, toi qui sont des espèces de statements un peu forts, qui te dis je vais toujours travailler ces sujets-là. C'est quoi tes grands combats politiques en tant qu'architecte en déclinaison de la question de la non-démolition ou s'il y en a d'autres, pour qu'on arrive à bien les avoir en tête? Merci. on fait difficile comme question. En fait, j'avais étudié architecture comme toutes vous et j'ai pratiqué en agence quelques années avant de revenir sur cette question-là. Et quand j'ai arrivé à la question, quand je suis allée à une école de politique publique, c'est là où le cerveau m'a fait un peu clic parce que je me suis rendu compte à quel point, quand on est dans des écoles de politique publique, on touche des sujets d'actualité tout le temps. On est confronté avec la réalité et on a une sorte d'illusion qu'on peut changer les choses. Alors que je trouvais que parfois dans les écoles d'architecture, on avait trop d'espace, on était trop dans la supposition, dans les analogies.
Et donc la première idée que j'ai voulu faire, c'est, d'ailleurs j'aime bien travailler avec mes étudiants d'architecture à l'école des Marnes, c'est de travailler avec les données actuelles, avec les journaux, avec les news d'actualité, c'est quoi les problèmes qu'il faut résoudre. Avant de juste dire qu'est-ce que j'aimerais bien faire dans l'architecture, avant de tout ça, de quoi on a besoin en fait, le monde, de quoi il a besoin de nous en tant qu'architecte, on reste un service civil, qu'est-ce qu'on peut apporter à améliorer les choses dans une certaine façon ou l'autre. Donc en fait, quand j'ai décidé par exemple sur quoi faire ma recherche doctorale, c'est pas autant comme si j'étais moi-même un passionné de la maintenance et j'ai rêvé avec la maintenance la nuit, mais plutôt je trouvais que là, il y avait quelque chose dont on avait besoin et qu'en tant qu'architecte, on pouvait se poser ces questions. Après, il y a quelque chose que je trouve, la deuxième, c'est que quand on fait un bâtiment, l'architecte a en tête une maintenance. Il sait plus ou moins qu'est-ce qu'il faut pour entretenir ce bâtiment. Il imagine, OK, en fait, ça, on va le faire comme ça, parce qu'alors, il va réussir à faire ça, etc. C'est un peu intuitif et c'est pas très maîtrisé, mais on l'a en tête. Le problème, c'est que cette image, cette idée, elle est complètement décrochée de ce que le bailleur ou ce que le gérant ou le client il a en tête. C'est pas une conversation qu'on a souvent. Qu'est-ce qu'il est notre idée pour la gestion et qu'est-ce qu'il est l'idée de le gérant. Et c'est par exemple dans la question des grands ensembles, ce qu'on voit chez Mario Fiorentino avec Corviale, lui, il avait en tête une idée de comment ce bâtiment allait être géré. Mais en fait, quand les bailleurs ont récupéré ce bâtiment, juste, il n'avait aucune capacité à comment les gérer. Donc je pense que là, en tant qu'architecte, ramener cette question de gouvernance, de qui sont les acteurs, qu'est-ce qu'il fait chacun, c'est peut-être quelque chose qu'on peut commencer à intégrer pour justement mieux nourrir, mieux informer notre pratique et l'ajuster d'une façon plus réaliste, comment notre bâtiment probablement va évoluer. On ne peut pas tout prévoir, évidemment, mais je pense que sachant un petit peu plus cette question de gouvernance qu'il y a derrière un bâtiment, comment il va être utilisé, on peut faire évoluer aussi notre pratique. Et bien moi, c'était la première question que je voulais poser, c'était parfaitement en réaction avec ce que tu viens de dire. Sur est-ce que toi, tu es pour un plaidoyer pour que les architectes, une fois bâtiment livré, intègrent des organismes, des façons des structures à créer en lien avec les bailleurs ou les propriétaires pour qu'ils continuent à suivre l'évolution des bâtiments, qu'ils puissent être à la préconisation, au suivi, plus que ce que c'est aujourd'hui, quoi. La question, j'avais la même. C'est quoi les compétences du coup que tu dis qui manqueraient ou dont il y a besoin? C'est-à-dire que tu lis long en tête, mais du coup, c'est quoi le pas qu'il faut de ce que tu observes à ce stade-là pour arriver à davantage intégrer la question de maintenance au moment de la conception? Parce que tu nous montres des archis, la Caton Vassal avec c'est symbolique s'il en est. Du coup, c'est quoi le pas? C'est quoi qui manque? C'est de l'intérêt? C'est de la curiosité? Non? C'est quoi? Alors nous, en tant que chercheurs, notre travail, c'est juste poser des questions. C'est pas forcément ramener des réponses. Donc moi, mes réponses sont juste des opinions. C'est pas rien de maîtrisé. Mais ce que je trouve, c'est que dans l'avenir, on fait des bâtiments. On essaie de faire des bâtiments plus passifs. À l'époque, on construisait avec moins d'isolation, mais on plague des machines qui refroidissent et qui chauffent notre bâtiment. Mais vers un avenir où les bâtiments, justement, ils vont être un petit peu plus passifs et ils vont s'appuyer un peu plus dans des systèmes où, justement, c'est nous-mêmes qui réouvrent, qui referment certaines fenêtres, qui réchauffent en faisant quelque chose de plus manuel. On va demander pour adapter nos bâtiments à des nouveaux systèmes climatiques, on va demander aux usagers de les utiliser. Et là-dedans, je trouve que l'architecte a besoin de développer une sorte d'expertise, de communication pour justement expliquer aux bailleurs, mais aussi peut-être aux usagers, aux futurs clients, comment ces bâtiments, il faut les utiliser. Parce que c'est des choses que peut-être on a un peu perdu, peut-être qu'à l'époque on était plus habitué à comment ventiler, comment réparer certains éléments, qu'on a passé 50 ans de recherche en architecture où justement l'idée c'est pas avoir besoin de faire ça, créer des bâtiments qu'il faut moins réparer parce qu'ils sont plus durables dans les temps, qu'il faut moins ventiler parce qu'il y a une ventilation automatique, etc. Si on se décroche de ça et on va à des bâtiments
dont la participation elle est un peu plus importante, alors l'architecte, peut-être qu'il doit recréer cette rôle de communicateur. Peut-être c'est juste des fiches explicatives. Je pense que ça se fait en vrai. Certains bâtiments ils commencent à développer ce type de manuel d'usage. Mais je trouve que ça, c'est peut-être une chose à implémenter. Ouais, moi, ce que ça m'évoque aussi, c'est que... Bon, enfin, on a, je pense aussi en commun, de se dire qu'on était insatisfait du monde de la production de la ville dans laquelle on allait évoluer professionnellement. Là. Et donc, toi, par la recherche, par la documentation, par la révélation, en mettant sous notre regard des pratiques, et des pratiques un peu enfouies, effectivement, avec des outils qui sont quand même aussi ceux de la représentation, c'est-à-dire que tu arrives à essayer de nous montrer le sujet de la maintenance, le sujet du cycle de vie du bâtiment, et de le mettre sous les yeux. Et c'est vrai que si on arrivait à mettre toutes nos forces qu'on a, et qui sont les forces des architectes, des paysagistes, etc., dans la conception, dans la représentation, dans la didactique autour de ça, on l'a autour du projet, mais beaucoup moins sur le cycle de vie, beaucoup moins sur la maintenance, beaucoup moins sur ce que ça représente année après année, les charges, les fluides, l'entretien. Ce serait vraiment assez dingue. Là, tu as un travail, tu vois, avec tes cercles, etc., que je trouve vraiment intéressant d'arriver à se dire, on le visibilise. Donc toi, tu le fais par la recherche, par la documentation, par la vidéo aussi, de mettre sous le nez, en fait. C'est magnifique, hein, ces images-là. Franchement, c'est super impressionnant. Et nous, on a essayé de se dire, nous, on ne sait pas faire ça. Par contre, on a dit, on va essayer de prendre des bâtiments directement qui sont vides comme des opportunités de récits, de manifestes, de tester des choses. C'était pas un manifeste au début, c'est tester des trucs et à partir de là, voir ce qui marche, faire venir du monde. Et même si c'est encore des projets marginaux, essayer d'interpeller la fabrique beaucoup plus conventionnelle de la ville, quoi. Et donc les pratiques des bailleurs, des promoteurs, des constructeurs, des aménageurs, etc. Donc à différents endroits, je pense qu'on se positionne avec une question de comment est-ce qu'on arrive depuis nos endroits, qui sont quand même plutôt les endroits de marge, à re-questionner la pratique plus conventionnelle. Et derrière, en fait, le bâtiment, c'est l'institution qu'on essaie de viser. Et comment est-ce que petit à petit, les institutions font bouger leurs lignes et faire bouger Paris Habitat. Je pense que c'est le premier bailleur parisien, un des principaux bailleurs français, même en nombre de logements. Parisien, oui. Voilà, tu vois. Et donc c'est une question. En quelques années, je pense qu'on commence à y arriver. Mais ce que je voulais te questionner, parce que je me suis dit, pourquoi tu as pris des bâtiments aussi symboliques? C'est des bâtiments super forts que tu nous montres. Est-ce que du coup, ils sont d'autant plus... Tu nous dis que les bâtiments sont politiques en tant que tels, et tu pars de ça, et qu'en soi, ils racontent une histoire. Pourquoi avoir choisi des bâtiments si symboliques? Est-ce qu'ils le sont d'autant plus parce qu'ils sont symboliques? Est-ce que des bâtiments plus génériques ou moins aussi forts le sont autant? Tu n'en as pas vraiment parlé. Donc, oui, c'est une question que je me pose beaucoup. Alors pour moi, on pourrait faire la même recherche avec n'importe quel bâtiment. Par contre, certains bâtiments, c'est plus facile à les tracer, c'est plus clair. Et déjà parce que par exemple, par l'école Viale, il y a beaucoup plus de recherches faites, donc je m'appuie sur ça. Mais aussi dans sa radicalité des propositions, on arrive à ponctualiser de façon plus directe. Donc moi, je me suis approximée à Bois-les-Prêtres parce que je me suis dit, au début, si Bois-les-Prêtres était si chouette, si c'était super, pourquoi Paris Habitat ne fait pas Bois-les-Prêtres tout le temps? Pourquoi il n'y a pas 10 000 alors c'est quand même il y a 15 ans, pourquoi on n'a pas 5 fois plus de Bois-les-Prêtres? Et alors, c'est aussi à cause de ça que je commence à arriver à gratter et que je me rends compte de certaines choses. Et encore une fois, ma recherche, elle n'est pas faite pour criminaliser ou dire les problèmes de Bois-les-Prêtres. Moi, je suis super fan de ce projet encore. Mais justement, pour voir les moments où l'architecte pousse un peu, propose des choses qui n'ont jamais été faites, comment le bailleur est capable de réagir derrière, comment il s'adapte. Donc ça, c'est plus facile à tracer travers les rideaux thermiques, parce qu'ils étaient tellement bizarres que le bailleur vraiment ne savait pas quoi faire, qu'avec je sais pas, la pompe thermique de ce nouveau modèle, qu'en effet, peut-être que le résultat c'était le même, mais juste c'était beaucoup moins clair. Alors qu'ici, c'est aussi plus facile à communiquer. En prenant des notes aussi, ce que tu disais sur la maintenance, qui est vraiment un sujet super intéressant, sur lequel on essaie de travailler au maximum aussi, c'est que le Bois-le-Prêtre est un symbole super fort il est possible quand même, avec l'argent qu'on aurait mis dans la démolition et la reconstruction, de faire différemment, rajouter des pièces, etc. Et du coup, c'est devenu effectivement un symbole pour plein d'autres bailleurs quand même. Tu vois, je pense à la réhab de Aquitanis, du Grand Parc, qui sont partis à partir de ça, etc. Et pour plein d'autres, en fait, d'ailleurs, même beaucoup moins symboliques. Et je me suis dit, mais c'est quoi nos grands projets symboliques sur la maintenance aujourd'hui? Et donc, je vois que tu es en train d'essayer de chercher ça aussi.
Sur Césure, donc pour celles et ceux qui viennent, pour ceux qui veulent discuter avec nous sur l'exposition, c'est ce qu'on essaye aussi de montrer. C'est-à-dire j'ai l'impression qu'on manque de grands projets qui arrivent à faire la démonstration, qu'une bonne maintenance, ça vaut le coup et que ça te permet de redurer pour 20 ans et que ça vaut le coup d'y investir. C'est pas spectaculaire, ça coûte de l'argent bien sûr, mais on peut parler un peu d'économie, on n'a pas trop parlé. Et donc comment est-ce qu'on arrive à faire des bâtiments symboles de ce sujet du soin et de la maintenance? Est-ce que tu en as quelques-uns en tête? Alors, je pense qu'on parle un petit peu moins de maintenance que des transformations ou de nouvelles constructions, justement parce qu'il manque cette image. Donc, jusqu'à les années 2010, les Pritzker, il était toujours pour des nouveaux bâtiments. La transformation n'avait pas le même niveau de status architecturel que les nouveaux bâtiments. Les transformations étaient un petit peu sympas, mais pas si grande architecture. Et on est arrivé à casser ça. Maintenant, une transformation d'un bâtiment et de l'architecture avec majuscule autant qu'un nouveau bâtiment. Par contre, une super bonne maintenance est loin d'être là. C'est pas du tout un sujet repris par les architectes. Alors qu'il a tout pour être un sujet architecturel. C'est un sujet qui a à voir avec la gestion du bâtiment, mais aussi, comme on a vu, avec sa morphologie, avec son histoire, avec ses méthodes constructives. Donc, on a tous les éléments pour que ça soit un super sujet architectural, pour que ça soit la nouvelle transformation. Mais il manque une chose clé, il manque une image, il manque une esthétique directe de la maintenance. Donc, on a l'esthétique de la transformation. Et donc, il y a beaucoup d'architectes qui ont construit toute leur carrière en développant cette esthétique de la transformation qui est différente à celle des nouveaux bâtiments. On a dit on ne va pas faire les transformations de la même façon que les nouveaux bâtiments parce que justement il y a des opportunités différentes dans la transformation. Quelle est l'esthétique de la transformation, de la maintenance? Est-ce que c'est un peu le DIY? Avec Docker, c'est pour ça que j'aime bien avoir les questions de films documentaires parce que du coup je dois combattre contre l'image aussi et c'est pas juste des théoriques qui est plus confortable. Et du coup avec Docker on essaye de se dire comment on la représente, quels sont les outils qu'il faut qu'on mette sur la table pour que tout de suite on dise c'est clair que c'est un sujet sur la maintenance. À part de mentionner dans les films maintenance, tu vois, comme on a fait dans The Great Together, que c'est triché, on dit maintenance, tout le monde sait qu'on va parler de maintenance. Comment je peux la représenter sans mettre les mots maintenance? Donc ça, c'est dans les derniers films et modes d'emploi où on essaye justement d'arriver à ça. Je ne sais pas si c'est très réussi, mais c'est en tout cas une question que je me pose et que je vous invite à tous vous, futurs architectes, à vous poser dans votre projet. Quelle peut être cette esthétique, cette logique physique de la maintenance? Là, Cédric m'avait dit fait aussi le lien avec vos projets, puisqu'il est dans le show du talk. Et donc, dans le show, dans l'expo, on monte Césure, donc ancienne université des années 60, avec la principale du corps bâtiment 70, donc juste après mai 68, et dans lequel, aujourd'hui, le bâtiment était vieillissant. L'université Paris 3 a construit un nouveau bâtiment, campus ONF, au niveau du site de l'ONF dans le 12e à Paris. Et donc, on se retrouve, nous, avec un bâtiment de 24 000 m² en gestion, alors qu'en fait, le bailleur, enfin le propriétaire précédent, avait arrêté de l'entretenir depuis un certain nombre d'années en disant je déménage, donc c'est un bout de vie. Donc je réinvestis plus. Et même, j'ai même pas envie de montrer que je fais des travaux, parce que ça raconterait en fait que je fais des travaux là où il y a une histoire qui est plutôt autour de peut-être une reconfiguration, peut-être une démolition, on ne sait pas trop, mais bon, plus tard. Et donc nous, on a repris ce bâtiment-là en gestion, alors qu'en fait, les interventions avaient été arrêtées depuis un certain temps. Donc il y avait un énorme sujet qui était autour de la chaudière, tu en as parlé. Est-ce qu'on va réussir ou non à réallumer une partie du bâtiment? Est-ce qu'en fait, c'est réutilisable ou non avec d'autres types de standards pour d'autres usages? Donc il y avait un énorme travail qu'on a fait en faisabilité avec des architectes pour savoir dans quelle mesure on pouvait le réutiliser avec des interventions à minima et quand même lui redonner une vie. Et donc en fait, c'est beaucoup des sujets de réglementation, des sujets de mise en sécurité. C'est pas les sujets les plus sexy qui soient, mais ils sont au cœur en fait de la pratique et de la possibilité. Et petit à petit, on a même tenté de faire de l'hébergement, donc dans les anciennes salles de classe. Donc on a eu un no-go de la part de la mairie d'arrondissement, mais on a quand même tenté le coup pour voir si ça fonctionnait, et c'était possible en fait pour le coup à l'intérieur. Donc c'est-à-dire que là où il y avait, c'est une fin de vie pour l'usage universitaire, on est reparti au début sur 2 ans, puis 3 ans, puis 4 ans, puis 5 ans. Et si vous venez maintenant, le site, thermiquement c'est un peu compliqué, mais sinon en termes d'usage, d'utilisation, c'est une espèce de seconde vie pour le coup, dans lesquelles on est reparti pour un cycle de vie, on pourrait partir pour un certain nombre d'années, là où il était effectivement dit qu'il était condamné, quoi.
Donc, on articule intervention frugale, soins, maintenance, super important. Donc, c'est un bâtiment comme ça à maintenir, c'est 3 millions d'euros par an, dont la moitié des fluides. Ce qu'on a fait, nous, quand on a repris le bâtiment, c'est qu'on a divisé par 2 le niveau de charge par rapport à ce que faisait le bailleur en termes de chauffage thermique, etc. Ce qui fait qu'on a réussi à réduire, en faisant vraiment une portant attention sur chaque niveau thermique, etc., l'entretien du bâtiment, le soin sur ces sujets-là, quoi. Donc, c'était pas tant une question d'intervention de transformation qu'aussi une question de comment est-ce qu'on est arrivé à regarder différemment les questions de gestion, les questions de chauffage, les questions d'électricité, les questions de fluide, qu'est-ce qu'on va, etc. Donc, c'est vrai que c'est un autre type d'intervention dans laquelle il faut se mettre pour en permettre des réutilisations du bâtiment. Et puis effectivement, peut-être repenser des usages différents à différents endroits du bâtiment. Tu parlais de l'architecture politique, moi ça fait tout de suite écho à quelque chose, c'est que c'est un bâtiment qui avait été conçu après les 68 pour qu'il n'y ait pas de réunion. Et donc il y a des tout petits communs. Et donc dans la réutilisation du bâtiment, c'était impossible de retrouver des communs minuscules, et donc on a complètement transformé quand même. C'est-à-dire que le soin, la maintenance, c'est bien, mais il y a quand même des transformations qui sont essentielles pour retrouver un usage, en transformant l'ancienne bibliothèque en grand commun sur le site pour qu'il prenne enfin la taille d'un site dans lequel il puisse y avoir de l'expression collective, une communauté, etc. Donc moi, je me retrouve super fort dans tes 4... tu vois, le soin, la maintenance, les transformations, et nous qui permettent sans doute la protection patrimoniale aussi, pour arriver à un patrimoine qui n'a pas forcément une gueule incroyable, et que tout d'un coup, quand on montre que de l'intérieur, il peut revivre et avoir une seconde vie comme ça donne envie vachement plus de le protéger, aussi d'ailleurs, dans ce qui s'y passe. Donc nous, ça fait complètement écho à notre travail, quoi. Et ce que vous verrez dans l'expo. Est-ce que vous avez des questions? Qu'on passe le micro. Moi, j'ai une toute petite question, histoire de lancer, sur la question de la décennale, par exemple. Est-ce que la responsabilité de cette décennale est de créer réellement une économie de la décennale et peut-être de l'augmenter? Ça peut être un enjeu pour faire que, en effet, ces bâtiments deviennent des communs et donc sont gérés par la communauté. Mais du coup, ça demande toutes des autres organisations sociales. Je ne sais pas si... La décennale, c'est un petit peu compliqué parce que du coup, elle porte la responsabilité à l'architecte, à la maîtrise d'œuvre, mais elle déresponsabilise aussi énormément à la maîtrise d'ouvrage. Et donc, idéalement, oui, on augmente la décennale, on responsabilise encore plus, donc l'architecte, il doit encore plus réfléchir à la maintenance, mais je ne pense pas que le problème de base soit que l'architecte, il ne réfléchisse pas à la pérennité du bâtiment, mais plutôt c'est décrochage, maîtrise d'œuvre, maîtrise d'ouvrage, au moment de communiquer et de passer les bâtiments. Donc, à la limite, je la trouve plutôt problématique. C'est-à-dire, on voit beaucoup des procès à la fin de ces 10 ans pour des choses qui n'ont pas bien fonctionné, mais qui ont aussi été catastrophiquement gérées pendant 10 ans. Donc, je ne pense pas que les solutions aillent vers cet endroit-là. J'y crois plus, par exemple, à responsabiliser la maîtrise d'ouvrage. La maîtrise d'ouvrage, aujourd'hui, n'a aucun devoir de maintenance. C'est-à-dire, on peut abandonner complètement un immeuble en France, en Espagne, non. Je ne sais pas pour faire la nationaliste, mais en Espagne, chaque 10 ans, il faut passer un contrôle entier de maintenance du bâtiment, comme les voitures. Ce qu'on fait en France pour les voitures et ce qu'on fait en France pour l'infrastructure. Donc on le fait pour les aéroports, pour les ponts et pour la voiture, mais on a un gap au milieu que c'est tous les bâtiments. Et ça, pour moi, c'est quelque chose qu'il faut absolument réviser. Obliger la maîtrise d'ouvrage à maintenir son immeuble, à faire de la maintenance préventive, avant d'augmenter les responsabilités côté, par exemple, architecte. Vous avez d'autres questions? Merci pour la présentation et le film là, avec des échelles de bâtiments absolument incroyables que je ne connaissais pas. Une vraie découverte. Moi, j'ai une question sur les enjeux, enfin, l'économie. Est-ce que la question économique, les enjeux économiques, financiers, sont abordés dans ta recherche? Voilà. Si oui, comment? Enfin, j'imagine que oui, au moins partiellement. Parce que je pense que c'est un vrai... on parle de compétences aussi, d'élargissement des compétences ou de perte de compétences chez les architectes. Et je pense que la question économique, on doit s'en emparer. L'économie au sens... pas uniquement du maîtrise, mais où vont les flux financiers, qui en enrichit, qui en enrichit pas. La question, par exemple, du nettoyage des rideaux à la Tourbois-le-Prêtre, qui est transféré aux locataires. Je ne sais pas si le locataire a un loyer un peu moins cher
parce qu'ils nettoient les rideaux ou pas. Donc voilà, comment la question économique, on s'en empare. Ça, c'est ma question. Puis juste un témoignage, donc, en tant qu'architecte local, j'ai eu l'occasion de travailler sur des transformations de moyens ensembles, on va dire, ou petits grands ensembles, on pourra les appeler comme ça ici. Et à chaque fois que j'ai pu faire bouger les lignes et convaincre des bailleurs sociaux de conserver les bâtiments, c'est en s'emparant de la question économique. C'est-à-dire en leur démontrant par une analyse économique, en intégrant également aussi la question du bilan carbone, que globalement, il était intéressant pour eux de conserver les bâtiments, de les transformer, de travailler avec les habitants également. C'est uniquement par ce biais-là. Sur toutes les autres questions, l'approche, on va dire, esthétique ou d'usage, je me heurtais à un mur. Et j'ai réussi à ouvrir le couvercle, faire bouger les lignes par l'approche et la maîtrise de l'économie. Super intéressant. Donc oui, j'étudie la partie économique. J'ai trouvé que c'était beaucoup trop chiante pour la présenter aujourd'hui à tous vous. Mais en gros, il y a un vrai enjeu dans le financement de logement social pour côté bailleur public, où les bailleurs, ils entretiennent avec de l'argent propre, mais ils transforment avec de l'argent d'investissement extérieur. C'est-à-dire, quand j'ai fait une grande transformation, c'est les autres qui payent. Quand j'entretiens, c'est moi qui paye. Et du coup, évidemment, c'est beaucoup plus intéressant de faire des grandes transformations où je peux avoir de l'investissement extérieur. Là où, en soi, si les maintenances, c'est moi-même qui dois la payer, c'est tout de suite beaucoup moins intéressant. Donc, il y a carrément un enjeu économique derrière. Là où la vraie raison pour laquelle la ville de Paris nous embauche pour faire cette recherche, c'est pour justement ajuster ce financement. C'est-à-dire, est-ce que peut-être il y a un moyen de financer un tout petit peu moins les transformations et aider les bailleurs à financer le bailleur pour qu'il maintienne son logement? Est-ce qu'il y a un transfert là à faire? Donc, c'est ça la vraie question qu'on recherche. Et d'ailleurs, notre interlocuteur direct à la ville de Paris, c'est le service de financement des logements. C'est vrai qu'il faut les maîtriser, ces sujets-là, parce que sinon on est un peu à poil quand tu es en face dans les argumentations, au moment justement aussi de justifier l'investissement. Donc ce lien entre investissement et fonctionnement, toutes les collectivités locales fonctionnent comme ça. Bon, il va y avoir même des budgets séparés. Et donc nous, dans les projets donc, où on est maître d'ouvrage, puisqu'on prend un bâtiment à bail, on fait les transformations, ensuite on loue, on est un peu des bailleurs sociaux, mais pour l'activité en général, on va dire que sur l'économie globale d'un projet qu'on pense, nous, c'est des occupations temporaires souvent de 2 à 6 ans, l'investissement, c'est 10% tu vois, du budget total. En fait, la vérité, c'est que c'est évidemment les personnes qui vont travailler sur site pour maintenir, pour prendre soin. Et il n'y a pas de bâtiment sans personne à l'intérieur pour prendre soin de la communauté et du bâtiment. Et c'est les fluides. Donc l'exemple sur Césure, sur un bâtiment comme ça, dans lequel 20 000 m2 on réinvestit, on essaie de donner de l'esthétique, on essaie de donner un peu de confort, on essaie de donner de la sécurité, etc. On a fait 700 000 € de travaux. Et je vous disais, les fluides, rien que le chauffage, c'est 1,5 million par an. Donc c'est 700 000 € de travaux pour durer 6 ans, et alors que c'est 1,5 million de fluides. Donc en fait, ça, c'est vraiment, dès le départ, d'arriver à montrer ça aussi, d'arriver à voir ce que ça représente par rapport au coût de la vie. Je reviens dessus parce que c'est vraiment essentiel, quoi. Et je ne sais pas si les étudiants, vous êtes engagés dans les projets des P1 à ces points, mais je me demandais aussi à quel point vous allez recevoir des aides pour transformer P1 au début, ou là où probablement l'enjeu, ça sera de maintenir, d'avoir un flux continu de financement pour assurer sa continuité dans le temps. Et je me dis, sans doute que probablement, si, je ne sais pas si vous avez des financements extérieurs, mais si vous les avez, c'est beaucoup plus facile de les avoir au début, au projet, dans les moments de transformation, que plutôt après. On pourra en discuter après. On n'a pas encore tout à fait cette question-là pour le moment. Il n'y a pas de chauffage, alors. De débroussailler à tous les niveaux. Il faut payer des petites pose... doudounes. C'était un peu un des objectifs d'inviter toute une série de monde cette année et l'année prochaine aussi, mais c'est de mettre toute une série de sujets sur la table. Et effectivement, à un moment donné, ça va quand même projeter dans un futur de comment on habite ce lieu. C'est toutes les discussions qu'on a depuis 48 heures avec vous, mais aussi comment on va en prendre soin et comment on va continuer de le... Voilà, c'est toute une série de sujets qui vont être adressés dans le futur, je pense. Ouais. Mais par contre, on n'a aucune réponse. Voilà. Est-ce qu'on prend une dernière question ou est-ce qu'on se dit que la journée a déjà été bien longue ? On se dit que la journée a déjà été bien longue, je pense. Bon, le bar est ouvert dans ces cas-là et donc on peut quand même continuer la discussion là-bas. Merci.